Un millionnaire tombe d'un hélicoptère et est secouru par un petit garçon orphelin et affamé. Ce qui se passe ensuite transforme sa vie d'une manière inimaginable. Jean-Luc Moreau regarda sa montre et fronça les sourcils. Le temps se dégradait et il détestait les retards. À travers la fenêtre de l'hélicoptère, des nuages sombres s'amoncelaient dans le ciel gris, masquant la vue de la Méditerranée. Il devait être à Monaco dans moins d'une heure pour conclure un contrat de plusieurs millions d'euros. Mais il était maintenant coincé ici, ballotté dans les airs instables, tandis que le pilote, Henri Gauthier, tentait de stabiliser l'appareil. « Qu'est-ce qui se passe, Henri ?» demanda Jean-Luc agacé. Le pilote, un homme expérimenté et avare de mots, répondit sans détourner les yeux des commandes. « Des turbulences, rien d'inquiétant. » Mais Jean-Luc s'inquiétait. Toute sa vie avait été bâtie sur un contrôle absolu. Il ne tolérait ni les contretemps, ni les erreurs techniques, surtout dans son hélicoptère privé. « Ça ne peut pas arriver. Vous savez à quel point ce contrat est important. » Henri ignora le ton acerbe de son patron et resta concentré sur les commandes. Mais l'instant d'après, un bruit sec retentit dans les moteurs, suivi d'une violente secousse. L'hélicoptère bascula brusquement sur la gauche. Jean-Luc s'agrippa à sa ceinture de sécurité, le cœur battant à tout rompre. « C'était quoi ça ?» Henri serra les dents et s'efforça de redresser l'appareil. On perd de la puissance. Un frisson glacé parcourut Jean-Luc. Il n'avait jamais réellement craint la mort auparavant. Mais à cet instant précis, suspendu au-dessus d'une mer de forêts et de montagnes, il comprit qu'il n'avait absolument aucun contrôle sur ce qui allait se passer. « Faites quelque chose !» Henri ne répondit pas. Ses doigts s'activaient fébrilement sur les commandes, cherchant à redémarrer les moteurs. L'hélicoptère se mit à tournoyer, secoué par les vents violents. Le tableau de bord clignotait d'alarmes rouges, et le bruit des rotors luttant contre la gravité envahissait la cabine. Puis, ce fut le drame. Une secousse encore plus brutale projeta Jean-Luc contre son siège. Sa ceinture lui entailla la peau à travers sa chemise hors de prix. Il tenta de se retenir, mais avant même de comprendre ce qui arrivait, un choc soudain fit violemment s'ouvrir la porte latérale. Le monde bascula. Jean-Luc sentit le vent glacé lui fouetter le visage et réalisa trop tard que son corps n'était plus à l'intérieur de l'hélicoptère. Le vide l'engloutit. La chute fut un tourbillon de verre et de brun, une avalanche de branches et de feuillages se rapprochant à une vitesse folle. Son instinct lui hurlait d'agir, mais il n'y avait rien à faire. L'impact fut terrible. Son corps rebondit sur plusieurs branches, projeté comme une poupée de chiffon avant de heurter violemment le sol. Puis, ce fut le noir complet. Jean-Luc Moreau n'était plus un milliardaire. Il n'était plus qu'un homme perdu, inconscient, dans un monde qu'il n'avait jamais connu. Les rues de Marseille n'avaient jamais été un endroit facile pour un enfant comme Théo. À 8 ans, il connaissait déjà la faim, le froid et la peur mieux que la plupart des adultes. Il avait appris à survivre, à éviter les ennuis, à voler juste assez pour manger sans se faire remarquer. Son abri, un coin abandonné près d'un vieux hangar, lui offrait peu de protection, mais il s'y était habitué. Ce matin-là, il fouillait les environs en quête de nourriture lorsqu'un détail attira son regard. Non loin des derniers, bâtiments de la ville, là où commençaient les étendues sauvages, quelque chose tranchait avec le vert des arbres. Une forme allongée, un corps. Théo hésita. Approcher un inconnu était risqué. Pourtant, la curiosité l'emporta. Il s'avança prudemment, son cœur battant plus vite à chaque pas. L'homme était étendu sur le sol, son costume déchiré et couvert de boue. Son visage portait quelques éraflures, et ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, étaient en bataille. Il respirait, mais il ne bougeait pas. Théo se pencha, inspecta ses poches, cherchant un portefeuille, un téléphone, quelque chose d'utile. Mais rien. Merde. Il se redressa et réfléchit. Il pouvait le laisser là. Ce n'était pas son problème. Dans les rues, on apprenait vite que s'occuper des autres attirait des ennuis. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez cet homme. Il n'avait pas l'air d'un sans-abri ni d'un criminel. Il ressemblait à ces riches, qu'il voyait parfois dans le centre-ville, ceux qui marchaient vite sans jamais regarder autour d'eux. Pourquoi était-il ici? Un grondement dans son ventre lui rappela qu'il n'avait rien mangé depuis la veille. Il ne pouvait pas porter cet homme seul, mais il pouvait au moins le déplacer. S'il se réveillait et qu'il avait de l'argent, peut-être que Théo pourrait en tirer quelque chose. Avec effort, il tira le corps inerte vers son refuge.
Le trajet fut difficile, chaque mètre lui arrachant des gémissements d'effort. Quand il atteignit enfin son abri, il laissa l'homme retomber sur un vieux matelas. Essoufflé, il s'assit à côté et observa son visage. « T'as intérêt à avoir un truc pour moi, mec ?» Il attendit. Le soleil passa lentement dans le ciel. L'homme respirait toujours, mais il ne se réveillait pas. Théo fouilla ses poches encore une fois, mais elles étaient vides. Pas de téléphone, pas de portefeuille. Rien. La faim le rongeait. Il sortit une vieille miche de pain qu'il avait volée la veille et en arracha un morceau. Mais alors qu'il allait le porter à sa bouche, il s'arrêta et regarda l'inconnu. Il était toujours inconscient. Depuis combien de temps n'avait-il pas mangé, lui aussi? Avec un soupir agacé, Théo coupa un morceau plus petit et le posa à côté de l'homme. « Si tu crèves, ça sera pas ma faute. » Puis il s'adossa contre le mur, les bras croisés, et attendit que l'inconnu se réveille. Jean-Luc émergea lentement du néant. Sa tête était lourde, douloureuse, comme si elle avait été frappée par un marteau. Tout son corps protestait à chaque mouvement, mais ce qui le frappa d'abord, ce fut l'odeur. Un mélange de terre humide, de moisissure et de quelque chose de plus âcre. Une odeur qu'il ne connaissait pas, mais qui lui donna un frisson désagréable. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il mit quelques secondes à comprendre où il se trouvait. Un plafond en tôle, des murs délabrés, un sol crasseux. Rien à voir avec ses hôtels de luxe ou son immense villa sur la Côte d'Azur. Il tenta de bouger, mais une douleur fulgurante lui transperça le dos et les côtes. Un grognement lui échappa. Enfin réveillé, le riche? Jean-Luc tourna brusquement la tête vers la voix. Un enfant, sale, maigre, vêtu de vêtements trop grands et usés. Il était assis à quelques mètres, les bras croisés, le regard méfiant mais curieux. Jean-Luc fronça les sourcils. « Où suis-je ?»« Dans mon coin. » Jean-Luc se redressa légèrement, les yeux parcourant l'endroit. Des couvertures, jetées sur le sol, quelques sacs en plastique, un vieux matelas élimé. L'air sentait l'humidité et la misère. « Qui es-tu » L'enfant haussa les épaules. « Théo. Et toi, t'es qui » Jean-Luc ouvrit la bouche pour répondre, mais une vague de vertige l'assaillit. Il se sentit faiblir, ses tempes battant douloureusement. Il passa une main sur son front et constata qu'il avait de la sueur froide. Théo le regarda d'un air impassible et désigna un bout de pain sec posé à côté de lui. « Si t'as faim, c'est tout ce que j'ai. » Jean-Luc cligna des yeux. Il n'avait jamais eu faim au point de manger un pain rassis. Il était habitué aux repas raffinés, aux chefs étoilés, au service impeccable. Pourtant, à cet instant, son estomac criait famine. Il hésita, mais la faim fut plus forte. Il attrapa le morceau de pain et le porta à sa bouche. C'était dur, presque immangeable. Mais il mastiqua lentement, prenant conscience que c'était peut-être le seul aliment qu'il aurait avant longtemps. Théo l'observait sans rien dire. « Comment suis-je arrivé ici ?»« Je t'ai trouvé dehors. T'étais dans les vapes. J'aurais pu te laisser crever, mais t'avais peut-être du fric. » Jean-Luc releva les yeux vers lui, choqué par l'absence totale de filtre dans les paroles du garçon. « Et tu m'as pris quelque chose ?» Théo secoua la tête. « Rien sur toi. Pas de téléphone, pas de portefeuille, que dalle. » Jean-Luc passa une main tremblante sur son costume froissé. Il se souvenait maintenant. L'hélicoptère, la chute, Henri, où était son pilote? Il devait le retrouver. Il devait aussi contacter quelqu'un, sa fille, son équipe, n'importe qui. Il tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent. Sous lui et il s'effondra au sol. « Eh, calme-toi, le vieux. » Jean-Luc fusilla l'enfant du regard. « Je ne suis pas vieux. »« Pour moi, si. » Théo haussa les épaules, puis soupira. « Écoute, t'es amoché et t'as pas de plan. Moi, je suis pas une nounou. Je peux t'aider un peu, mais faut que ça me rapporte quelque chose. » Jean-Luc sentit son sang bouillir. Il était Jean-Luc Moreau. On le respectait. On le craignait parfois. Jamais personne n'avait osé lui parler sur ce ton. Mais il comprit vite une chose. Ici, dans cette ruelle puante, il n'était personne. Et il détestait ça. Jean-Luc était prisonnier d'un monde dont il ignorait tout. Un monde où les règles qu'il connaissait ne s'appliquaient pas. Ici, l'argent ne lui servait à rien. Le pouvoir qu'il exerçait d'ordinaire s'évanouissait face à la loi implacable de la rue, la survie. Assis contre le mur humide du refuge de Théo, il tentait de reprendre son souffle. Chaque mouvement était une torture, son corps endolori par la chute. Il devait agir, retrouver Henri,
appeler à l'aide. Mais sans téléphone, sans moyens, il se retrouvait réduit à l'impuissance. « Tu peux m'emmener en ville ?» demanda-t-il enfin. Théo, qui jouait distraitement avec un caillou entre ses doigts, leva les yeux vers lui. « T'es déjà en ville. Je veux dire, dans un quartier où je peux contacter quelqu'un. » Le garçon pencha la tête, visiblement amusé par l'incompréhension de Jean-Luc. « Tu crois quoi? Que tu vas marcher dans la rue en costard déchiré et que quelqu'un va t'offrir un téléphone en argent ?» Jean-Luc serra la mâchoire. « J'ai des amis, des contacts. Et moi, j'ai faim. » Théo haussa les épaules et se remit à triturer son caillou. Jean-Luc soupira, ferma les yeux un instant pour tenter d'organiser ses pensées. « Très bien. Écoute, si tu m'aides à retrouver mon chemin, je te récompenserai. » Théo éclata d'un rire bref et moqueur. « Récompensé? Avec quoi? Une poignée de main ?» Jean-Luc serra les poings. Cet enfant, à peine plus qu'un gamin des rues, lui résistait comme personne ne l'avait jamais fait. « De l'argent. Beaucoup d'argent. » Théo arrêta de jouer avec son caillou et l'observa longuement. « J'ai grandi en entendant des types comme toi promettre des trucs qu'ils tiennent jamais. » Jean-Luc ouvrit la bouche pour répliquer, mais Théo poursuivit. « Et puis, si t'es si riche, pourquoi personne te cherche ?» Cette question frappa Jean-Luc comme une gifle. Il ne pouvait pas imaginer que personne ne soit déjà en train de le retrouver. Mais, et si c'était le cas? Son hélicoptère s'était écrasé loin de la ville. Son entreprise était entre de bonnes mains avec ses associés. Quant à Camille, un pincement serra son cœur. Sa fille. Il ne pensait à elle que maintenant. Jean-Luc essaya de se redresser, mais son corps protesta violemment. « Je dois y aller. »« Tu vas nulle part, » répliqua Théo en croisant les bras. « T'es pas en état. » Jean-Luc lui lança un regard noir, mais Théo ne broncha pas. Ce gamin n'avait pas peur de lui, c'était déroutant. « Bon, écoute. » Jean-Luc inspira profondément. « Qu'est-ce que tu veux ?» Théo réfléchit un instant avant de répondre « À manger. » Jean-Luc cligna des yeux. « C'est tout, pour l'instant. » Il se frotta les tempes, exaspéré. Jamais il ne s'était retrouvé à marchander pour sa propre survie. « D'accord. Trouve-moi à manger, et après on part. » Théo se leva, tapota la poussière de son pantalon et hocha la tête. « Attends-moi là. » Jean-Luc le regarda disparaître dans les ruelles sombres. Il était seul, blessé, sans moyen de contacter qui que ce soit. Et pour la première fois depuis des années, il ressentit une chose étrange, la peur. Jean-Luc attendait dans l'abri de fortune, le dos appuyé contre un mur froid et humide. Le silence des ruelles était seulement troublé par le bruissement lointain de la ville, un monde qui continuait de tourner sans se soucier de lui. Il n'avait jamais été invisible auparavant. Il était un homme que l'on remarquait, que l'on respectait, parfois même que l'on craignait. Mais ici, il n'était qu'un inconnu en haillons, un être perdu dans un territoire où il n'avait aucun pouvoir. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé quand il entendit des pas précipités. Théo réapparut, un sac plastique, à la main. Il le jeta devant Jean-Luc avant de s'asseoir en tailleur, l'air satisfait. « Tiens !» Jean-Luc ouvrit le sac et découvrit un sandwich mal emballé, une pomme cabossée et une petite bouteille d'eau. Il fronça les sourcils. « Où as-tu trouvé ça ?»« T'inquiète pas, j'ai mes moyens. » Jean-Luc le fixa, il savait ce que cela signifiait. Vol ou mendicité. Il sentit une étrange sensation l'envahir, une sorte de malaise qu'il ne comprenait pas encore. « Tu voles souvent ?» Théo haussa les épaules. « Faut bien. Si je fais pas ça, je crève. » Jean-Luc prit une bouchée du sandwich et réfléchit, en mastiquant. Il connaissait la pauvreté comme un concept abstrait, une statistique dans des rapports économiques, un problème lointain que son entreprise contribuait parfois à atténuer par des dons fiscaux. Mais ici, devant lui, elle avait un visage, celui d'un enfant de 8 ans qui n'avait jamais eu d'autre choix que de survivre par ses propres moyens. « Tu vis seul ?»« Ouais. »« Et tes parents ?» Le regard de Théo se durcit immédiatement. « J'en ai pas. » Jean-Luc sentit qu'il touchait un point sensible. Il posa la bouteille d'eau, choisissant ses mots avec précaution. « Et l'orphelinat ?» Théo éclata d'un rire amer. « L'orphelinat? Tu crois que c'est quoi, un conte de fées ?» Jean-Luc ne répondit pas. « Là-bas, ils nous traitent comme des chiens. Il y en a qui nous frappent, qui nous affament. J'ai tenu 2 ans avant de me barrer. » Il y avait une dureté dans sa voix, une maturité inquiétante pour un enfant si jeune. Jean-Luc s'appuya davantage contre le mur, son esprit incapable de concilier cette réalité avec le monde qu'il connaissait.
Ça fait combien de temps que tu es dans la rue? 2 ans. Jean-Luc sentit un frisson le parcourir. Ah, 8 ans, cet enfant avait déjà survécu 2 ans seul dans un environnement hostile. Théo le fixa, les yeux plissés. Pourquoi t'es là, toi? Jean-Luc hésita, puis soupira. Mon hélicoptère s'est écrasé. Théo haussa les sourcils. Un hélico? Oui. T'es riche, alors. Jean-Luc esquissa un sourire fatigué. Extrêmement. Théo le dévisagea un instant, comme s'il tentait d'évaluer la véracité de ses paroles. Alors pourquoi personne vient te chercher? Jean-Luc serra les dents. Cette question le hantait depuis son réveil. Pourquoi son équipe ne l'avait-elle pas encore localisé? Pourquoi aucun secours n'était arrivé? Il aurait dû être retrouvé en quelques heures. Je ne sais pas. Théo s'appuya contre le mur en étirant les jambes. Peut-être que personne veut de toi. Jean-Luc le regarda, surpris par la brutalité de la phrase. Qu'est-ce que tu veux dire? Théo haussa les épaules. Moi, j'avais personne qui voulait de moi. Peut-être que c'est pareil pour toi. Jean-Luc sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Il pensa à Camille. Était-elle inquiète? Il l'avait tellement négligée ces dernières années. La dernière fois qu'ils s'étaient reparlé, il avait écourté leur appel, trop occupé avec une réunion. Le silence s'installa entre eux, mais il n'eurent pas le temps de s'y attarder. Des voix s'élevèrent à l'extérieur, suivies de bruits de pas lourds. « Merde !» chuchota Théo. Jean-Luc vit son visage se fermer instantanément, et avant qu'il ne puisse poser une question, Théo lui attrapa le bras. « Faut qu'on bouge, tout de suite. » Jean-Luc sentit une montée d'adrénaline. « Qui sont-ils » ? Des types qui posent trop de questions. Et crois-moi, t'as pas envie qu'ils te trouvent. Le cœur battant, Jean-Luc comprit qu'il venait de mettre un pied dans un monde dont il ignorait encore toute la dangerosité, et qu'il n'en sortirait pas si facilement. Jean-Luc sentit la poigne de Théo se resserrer autour de son bras. L'enfant le tirait avec une force surprenante pour son âge, l'entraînant vers une sortie à peine visible, derrière un tas de palettes abandonnées. Les voix à l'extérieur se rapprochaient, menaçantes. « Qui sont ces types ?» chuchota Jean-Luc, alors qu'il se glissait hors de l'abri. « Des salopards. Ils font la loi ici. Et si tu leur tombes sous la main, t'auras plus rien à marchander. » Jean-Luc, malgré la douleur qui lui vrillait le dos et les côtes, suivit Théo sans protester. Il était habitué à négocier des millions d'euros, à gérer des hommes puissants, mais il sentait que rien dans ce qu'il connaissait ne lui serait utile face à ces inconnus. Ils traversèrent une ruelle étroite, bordée de murs délabrés couverts de graffitis. Le sol était humide, glissant, et l'odeur de déchets en décomposition agressait ses narines. Théo s'arrêta soudain et plaqua Jean-Luc contre un mur. « Pas un bruit », murmura-t-il. Jean-Luc retint son souffle. 2 silhouettes apparurent à l'entrée de la ruelle, des hommes robustes, au visage marqué par la violence et la rue. L'un d'eux portait une veste en cuir élimée, l'autre un sweat à capuche remonté sur la tête. « Je suis sûr que le gamin cache quelque chose », dit l'un d'eux en scrutant les alentours. « Ouais, et j'ai entendu dire qu'il traînait avec un type louche ces derniers jours. Si c'est ce que je pense... » L'autre ricana. « Un riche perdu dans nos quartiers, c'est Noël avant l'heure. » Jean-Luc sentit un frisson parcourir son échine. Ces hommes n'étaient pas de simples délinquants. Ils étaient organisés. Ils cherchaient une proie à exploiter, et il était la cible idéale. Théo attendit quelques secondes avant de chuchoter. « On bouge. » Doucement, ils longèrent le mur, se faufilant derrière des conteneurs à moitié renversés. Jean-Luc sentit chaque fibre de son corps protester contre l'effort, mais il savait que s'il flanchait, il serait perdu. Après ce qui lui sembla une éternité, ils débouchèrent dans une cour abandonnée. Théo se tourna vers lui, essoufflé. « Écoute-moi bien, ils vont continuer à chercher. T'es un billet de loto pour eux, ils vont vouloir savoir qui t'es, s'ils peuvent te rançonner, te vendre. » Jean-Luc sentit une sueur froide couler dans son dos. « Qu'est-ce qu'on fait alors ?» Théo jeta un regard autour de lui, son esprit déjà en train de chercher une solution. « Faut qu'on sorte de ce quartier. T'es trop voyante ici. » Jean-Luc eut un rire amer. « Et où veux-tu qu'on aille? Je ne connais rien à cet endroit. » Théo s'accroupit, son regard planté dans le sien. « Moi, si. » Il marqua une pause avant d'ajouter « Mais ça veut dire que tu vas devoir me faire confiance. » Jean-Luc resta silencieux. Faire confiance à un enfant des rues, toute sa logique d'homme d'affaires lui criait que c'était insensé. Et pourtant,
Théo était la seule personne qui l'avait aidé depuis le début. Un cri retentit, derrière eux. « Par là, ils sont pas loin. » Théo agrippa la manche de Jean-Luc. « Décide-toi. Maintenant. » Jean-Luc n'avait plus le luxe de douter. « Vas-y. » Théo ne perdit pas une seconde. Il s'élança dans une nouvelle ruelle et Jean-Luc le suivit aussi vite que son corps meurtri le lui permettait. Derrière, les prédateurs étaient en chasse. Jean-Luc courait, poussé par l'adrénaline et l'instinct de survie. Chaque foulée lui arrachait une grimace, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Derrière lui, les voix des hommes résonnaient dans la nuit, se rapprochant dangereusement. Théo zigzaguait à travers le labyrinthe des ruelles avec une aisance déconcertante, évitant les obstacles comme s'il connaissait chaque recoin par cœur. Jean-Luc, lui, peinait à suivre, son souffle court et ses muscles en feu. Après plusieurs minutes de fuite effrénée, Théo s'engouffra dans un passage étroit entre deux bâtiments. Jean-Luc le suivit de justesse avant de s'effondrer, contre un mur, le cœur battant à tout rompre. « Ils vont nous retrouver ?» haleta-t-il. Théo jeta un coup d'œil derrière lui, écouta attentivement, puis secoua la tête. « Non, on les a semés. » Jean-Luc se laissa glisser au sol, épuisé. Il n'avait jamais connu une pareille tension. Dans son monde, le danger se mesurait en pertes financières et en contrats échoués. Ici, le risque était bien plus réel. « On doit aller à la police », déclara-t-il après un instant. Théo lui lança un regard incrédule. « T'es sérieux ?»« Bien sûr que je suis sérieux. Ces hommes sont dangereux et je dois signaler ma disparition. » Théo ricana un rire sec et sans joie. « La police s'en fout de nous. Tu crois qu'ils vont se bouger pour un vieux riche en costard ?» Jean-Luc fronça les sourcils. « Ils vont se bouger parce que je suis Jean-Luc Moreau. » Théo plissa les yeux. « Et ça veut dire quoi, ça ?» Jean-Luc inspira profondément. « Ça veut dire que je suis quelqu'un d'important. Dès que je les contacterai, mon équipe viendra me chercher. » Théo croisa les bras. « Et moi, alors ?» Jean-Luc cligna des yeux, surpris. « Toi ? Ouais, moi. Tu crois que tu vas juste rentrer chez toi et me laisser ici ?» Jean-Luc ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'y avait jamais réfléchi. Jusqu'à maintenant. Son objectif avait toujours été clair, retrouver sa vie. Mais maintenant que Théo posait la question, il sentit un malaise s'installer en lui. Je trouverai une solution. Théo secoua la tête, un rictus amer aux lèvres. « Y a pas de solution pour moi. » Un silence tendu s'installa entre eux. Jean-Luc passa une main sur son visage, fatigué. Il devait avancer, mais il ne pouvait pas laisser ce gamin derrière lui. Il lui devait la vie. « On va à la police, » dit-il enfin. « Et ensuite, on verra. » Théo ne sembla pas convaincu, mais il hocha la tête. Ils marchèrent prudemment, jusqu'à une avenue plus fréquentée. Jean-Luc sentit une vague de soulagement en voyant des voitures passer, des enseignes lumineuses, des gens normaux vivant leur vie. Il était enfin de retour dans un monde qu'il comprenait. Lorsqu'ils arrivèrent au poste de police, Jean-Luc se redressa et entra d'un pas assuré. L'agent d'accueil leva à peine les yeux. « Oui ?» Jean-Luc inspira profondément. « Je m'appelle Jean-Luc Moreau. J'ai été victime d'un accident d'hélicoptère et... » Le policier releva brusquement la tête, son regard s'écarquillant de surprise. « Jean-Luc Moreau ? Le milliardaire disparu ?» Jean-Luc sentit un poids quitter ses épaules. « Oui, c'est moi. » L'agent se leva d'un bond. « Mon Dieu, on vous recherche depuis des jours. » Jean-Luc sentit enfin un véritable soulagement. Il allait rentrer chez lui, mais lorsqu'il tourna la tête vers Théo, il vit une expression différente sur son visage. De la méfiance, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Et Jean-Luc comprit que pour Théo, ce retour à la normalité ne serait pas aussi simple. Jean-Luc Moreau était enfin de retour dans son monde. Dès l'instant où les policiers confirmèrent son identité, tout s'enchaîna rapidement. En moins d'une heure, il fut placé sous protection, un médecin examina ses blessures et un appel fut passé à son entourage. Son retour fit immédiatement les gros titres. Le milliardaire disparu retrouvé vivant à Marseille après un accident d'hélicoptère. Mais au milieu de ce tourbillon médiatique, Théo restait en retrait, invisible aux yeux des autorités. « Bon, maintenant que t'es sauvé, qu'est-ce que je fais, moi ?» demanda le garçon, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon trop grand. Jean-Luc posa les yeux sur lui, réalisant enfin l'ampleur du problème. Théo l'avait aidé, lui avait sauvé la vie, et maintenant il allait être abandonné à son sort. « Je vais m'occuper de toi, promit-il.
Théo haussa un sourcil sceptique. « Ah ouais, comment ?» Jean-Luc réfléchit. Il avait les moyens d'aider ce garçon, non? Il pourrait lui trouver une famille, lui offrir une vie meilleure. « Tu vas venir avec moi. » Mais avant que Théo ne puisse répondre, un policier s'approcha. « Monsieur Moreau, nous avons pris contact avec vos proches. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. » Jean-Luc hocha la tête. « Et le garçon ?» L'agent jeta un coup d'œil à Théo, le regard indifférent. « Il traîne dans la rue? On peut appeler les services sociaux. » Théo tressaillit. « Non. » Jean-Luc fronça les sourcils. « Pourquoi pas? » « Parce que je veux pas finir enfermé dans un orphelinat pourri. » Jean-Luc sentit un pincement au cœur. Il se tourna vers le policier. « Il pourrait venir avec moi ?» L'agent haussa les épaules. « Vous voulez dire l'adopter? Ce genre de choses prend du temps, et il faut des démarches officielles. Ce n'est pas si simple. » Jean-Luc s'impatienta. Il était Jean-Luc Moreau. Rien ne lui avait jamais été refusé. « Et si je veux juste lui offrir un logement, une éducation ?» Le policier esquissa un sourire las. « Techniquement, vous pouvez l'aider, oui. Mais ce gamin a grandi dans la rue. Vous croyez qu'il va simplement venir chez vous et s'habituer à votre monde ?» Jean-Luc tourna la tête vers Théo. Il s'attendait à voir de la gratitude ou du soulagement, mais il n'y avait que de la méfiance dans ses yeux. « T'es sérieux, là? Tu crois que je vais juste débarquer dans ton palace comme un petit chien sauvé de la rue ?» Jean-Luc resta silencieux. Il réalisait peu à peu que sauver Théo ne serait pas aussi simple que de signer un chèque. « Qu'est-ce que tu veux alors ?» Théo haussa les épaules. « J'en sais rien, mais je veux pas de ta charité. » Jean-Luc sentit une frustration monter en lui. Toute sa vie, il avait résolu ses problèmes avec de l'argent et du pouvoir. Mais ce gamin ne voulait pas être acheté. Un silence s'installa entre eux. Puis Théo recula d'un pas. « C'est bon. T'as retrouvé ta vie, moi je retourne à la mienne. » Jean-Luc ouvrit la bouche pour protester, mais Théo fit demi-tour et disparut dans la nuit. Et pour la première fois de sa vie, Jean-Luc sentit qu'il venait de perdre quelque chose d'important. Jean-Luc Moreau était de retour dans son monde. Son immense villa surplombant la Méditerranée, son personnel aux petits soins, ses réunions d'affaires où il reprenait lentement le contrôle après son absence, forcé, tout était à sa place, tout était comme avant. Et pourtant, rien ne semblait plus pareil. Il s'efforçait de replonger dans son quotidien, mais quelque chose clochait. Les chiffres qui défilaient sur les écrans, les accords juteux qu'il négociait, les mondanités où il était acclamé pour son incroyable retour. Tout cela lui paraissait étrangement creux. Le matin, il se surprenait à penser à Théo. Où était-il? Avait-il trouvé un endroit sûr? Mangeait-il à sa faim? Il aurait pu lui donner une vie meilleure, mais le gamin avait refusé. Et cela l'obsédait. « Papa ?» Jean-Luc leva les yeux. Camille, sa fille de 15 ans, se tenait devant lui. « Camille, je ne t'ai pas entendu entrer. » Elle haussa un sourcil. « J'ai frappé 3 fois. » Jean-Luc soupira et posa son stylo. « Excuse-moi, je suis distrait. » Camille l'observa un instant avant de croiser les bras. « C'est à cause du garçon ?» Jean-Luc tressaillit légèrement. « De quoi tu parles? J'ai vu les journaux. Certains parlent d'un gosse qui t'a aidé à survivre dans la rue. C'est vrai ?» Jean-Luc hésita, puis acquiesça. « Oui, il s'appelle Théo. » Camille hocha la tête, puis, contre toute attente, elle esquissa un sourire. « Je pense que j'aimerais bien le rencontrer. » Jean-Luc la regarda, surpris. « Pourquoi? » « Parce que lui, il a réussi à capter ton attention. » Il fronça les sourcils, mais Camille continua. « Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu l'impression que tu étais là sans être là. Toujours occupé, toujours ailleurs. » Jean-Luc sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Il savait qu'il avait été un père absent, mais entendre ces mots de la bouche de sa fille le frappa en plein cœur. « Et maintenant ?» demanda-t-il d'une voix plus douce. Camille haussa les épaules. « Maintenant, t'es différent. Et si c'est à cause de ce Théo, alors je veux savoir pourquoi. » Jean-Luc passa une main sur son visage fatigué. Camille avait raison, il n'était plus le même. Il se leva brusquement. « Où tu vas ?» demanda sa fille. « Je vais le retrouver. » Camille sourit légèrement. « Bonne chance. » Jean-Luc sortit de son bureau, un feu nouveau brûlant en lui. Il n'était pas du genre à abandonner et il ne commencerait pas maintenant. Théo l'avait changé. Et maintenant, il allait tout faire pour changer la vie de Théo. Jean-Luc Moreau retourna à Marseille,
avec un objectif clair, retrouver Théo. Il savait que ce ne serait pas simple. Le gamin était débrouillard, méfiant, et connaissait la ville mieux que quiconque. Mais Jean-Luc avait des ressources, et il comptait bien les utiliser. Il passa plusieurs jours à écumer les quartiers où il l'avait rencontré, interrogeant des sans-abri, des commerçants, des bénévoles d'associations. Mais personne ne semblait savoir où était passé le garçon. Jusqu'à ce qu'il tombe sur une vieille femme assise sur un trottoir, un chien maigre à ses pieds. « Théo » murmura-t-elle en haussant un sourcil. « Pourquoi tu le cherches, toi ?» Jean-Luc s'accroupit à son niveau. « C'est un ami. Il m'a sauvé la vie. » La femme l'observa un moment, jaugeant son regard. Puis elle soupira. « S'il a disparu, c'est pas bon signe. » Jean-Luc sentit un frisson. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Un groupe de types louches a commencé à s'intéresser à lui. Des gars qui font des affaires sales. Ils l'ont attrapé il y a 2 jours. Jean-Luc sentit une rage froide monter en lui. « Où ?» Elle haussa les épaules. « Ça, je sais pas. Mais ces types traînent souvent du côté des entrepôts du port. » Jean-Luc ne perdit pas une seconde. Il monta dans sa voiture et fonça vers la zone industrielle du port de Marseille. Son cœur battait à tout rompre. Si ces hommes avaient touché à un seul cheveu de Théo. Quand il arriva au dock, la nuit était tombée. L'endroit était désert, hormis quelques silhouettes qui traînaient près des entrepôts. Il coupa le moteur et observa, puis il l'aperçut. Théo assis à même le sol, les poignets attachés, le visage marqué par des bleus. 2 hommes se tenaient à côté de lui, parlant à voix basse. Jean-Luc sentit une colère incontrôlable l'envahir. Sans réfléchir, il descendit de la voiture et marcha droit vers eux. « Hé !» Les 2 hommes se retournèrent, surpris. L'un d'eux plissa les yeux. « C'est quoi ce cirque ?» Jean-Luc s'arrêta à quelques mètres. « Lâchez-le. Maintenant. » L'homme éclata de rire. « Et t'es qui, toi ?» Jean-Luc avança encore. « Jean-Luc Moreau. » Le nom sembla les faire hésiter une fraction de seconde. Mais ils se reprirent vite. « T'es venu racheter ton petit protégé, c'est ça? Parce que vois-tu, ce gamin nous doit des trucs, et on n'aime pas qu'on nous prenne nos affaires. » Jean-Luc serra les poings. « Combien ?» Les hommes échangèrent un regard avant de sourire. « Oh, tu crois vraiment qu'on va juste te le vendre comme ça ?» Jean-Luc s'approcha encore. « Je suis un homme puissant. Vous ne voulez pas me contrarier. » L'un des hommes sortit un couteau et le fit tourner entre ses doigts. « Et nous, on est des types qui n'ont rien à perdre. » Le temps sembla ralentir. Jean-Luc savait qu'il était en mauvaise posture, mais il n'était pas venu jusqu'ici pour échouer. Puis, dans un éclair de mouvement, Théo profita de la distraction pour donner un violent coup de pied au mollet de l'homme au couteau. « En cours !» cria le garçon. Jean-Luc ne réfléchit pas. Il attrapa Théo et se mit à courir vers la voiture, les hommes jurant derrière eux. Une course-poursuite s'engagea. Les pas résonnèrent derrière eux. Jean-Luc sentait son cœur battre à une vitesse folle, l'adrénaline lui donnant une énergie nouvelle. Il poussa Théo à l'avant de la voiture, ouvrit la portière et démarra en trombe juste au moment où l'un des hommes lançait un objet contre le pare-brise. Ils s'éloignèrent à toute vitesse des docks. Jean-Luc jeta un coup d'œil à Théo essoufflé. « Ça va ?» Le garçon hocha la tête, encore sous le choc, puis il murmura « T'es vraiment venu me chercher ?» Jean-Luc serra le volant, le regard fixé sur la route. « Je t'avais promis que je ne t'abandonnerais pas. » Et cette fois, il comptait bien tenir sa parole. Le moteur ronronnait tandis que Jean-Luc filait sur l'autoroute, s'éloignant du port et des hommes qui avaient retenu Théo. Son esprit était en ébullition. Jamais il ne s'était retrouvé dans une telle situation. Toute sa vie, il avait cru que l'argent pouvait tout résoudre. Mais ce soir, il avait risqué bien plus que de l'argent. Il avait risqué sa vie. À côté de lui, Théo était silencieux. Il fixait la route devant eux, le regard vide, comme s'il peinait à croire qu'il était réellement libre. « Ils vont nous chercher !» demanda enfin le garçon. « Peut-être, » répondit Jean-Luc sans détourner les yeux de la route. « Mais tu es en sécurité maintenant. » Théo souffla du nez, un sourire amer aux lèvres. « Sécurité. T'es marrant, toi. » Jean-Luc tourna la tête vers lui une fraction de seconde avant de reporter son attention sur la route. « Tu sais ce qui aurait été plus simple? Que je te laisse là-bas. » Théo ne répondit rien. Mais je ne l'ai pas fait. Un silence pesa entre eux. Puis Théo bougea légèrement sur son siège. « Pourquoi ?» Jean-Luc inspira profondément. « Parce que tu comptes pour moi. » Théo baissa la tête, jouant avec le tissu usé de son pantalon. « C'est bizarre. J'ai jamais compté pour personne. » Jean-Luc sentit une vague de tristesse l'envahir.
Il ralentit légèrement et gara la voiture sur une aire de repos déserte. Coupant le moteur, il se tourna vers Théo. « Écoute-moi bien, je ne suis pas un homme parfait. J'ai fait des erreurs. J'ai négligé ma propre fille pendant des années. Tout ça pourquoi? Pour plus d'argent, plus de pouvoir. Mais toi, tu m'as sauvé la vie. » Théo releva la tête, les yeux brillants d'une lueur indéchiffrable. « Alors, si tu veux bien me laisser une chance, j'aimerais faire quelque chose pour toi en retour. » Théo le fixa longuement. « Genre quoi? » « T'offrir un avenir, une vraie chance. » Le garçon plissa les yeux. « Ça veut dire quoi? Une vraie chance. » Jean-Luc se passa une main sur le visage, cherchant ses mots. « Une maison, une éducation, un endroit où tu n'auras plus à te battre chaque jour pour survivre. » Théo secoua la tête. « Je suis pas une œuvre de charité, Moreau. » Jean-Luc esquissa un sourire. « Je sais, et je ne te donne pas ça par pitié. Je te le propose parce que tu as du potentiel, parce que tu es malin, débrouillard, parce que tu mérites mieux que cette vie-là. » Théo l'observa, un long silence s'installant entre eux. Puis, lentement, il haussa les épaules. « Et si je veux pas ?» Jean-Luc le fixa, impassible. « Alors je te ramène là où tu veux et je ne t'oblige à rien. » Théo hésita. Il regarda par la fenêtre, les doigts tapotant nerveusement sa cuisse. Enfin, il murmura. « Je veux apprendre. » Jean-Luc sourit. « Alors je vais t'apprendre. » Ce fut la seule chose qu'ils se dirent, avant que Jean-Luc ne redémarre la voiture, reprenant la route vers un futur incertain mais prometteur. Les semaines qui suivirent marquèrent un tournant décisif dans la vie de Jean-Luc Moreau. Après avoir assuré la sécurité de Théo, il se lança dans une mission qu'il n'aurait jamais imaginée auparavant, lui offrir une véritable chance de s'en sortir. Mais ce ne fut pas facile. Théo n'était pas un enfant ordinaire. Il avait grandi dans la rue, méfiant de toute forme d'autorité ou de gentillesse soudaine, qu'il refusait les vêtements trop neufs, dormait les premières nuits sur le sol plutôt que dans un lit moelleux et disparaissait parfois pendant des heures sans prévenir. Jean-Luc, lui, dut apprendre la patience. Son monde de contrats signés, en un claquement de doigts, ne fonctionnait pas avec un gamin comme Théo. Il ne pouvait pas simplement acheter sa confiance. Il devait la mériter. Camille, la fille de Jean-Luc, observa cette transformation avec curiosité. « Il est toujours comme ça ?» demanda-t-elle un soir, alors que Théo mangeait rapidement, comme s'il avait peur que quelqu'un lui arrache son assiette. Jean-Luc hocha la tête. Il a appris à survivre. Il ne sait pas encore ce que c'est que de vivre. Camille réfléchit un instant, avant de se lever et de poser doucement un autre morceau de pain devant Théo. « T'es pas obligé de tout manger vite, tu sais. Il y aura encore à manger demain. » Théo releva les yeux, méfiant, puis haussa les épaules. « Ouais, on dit toujours ça, jusqu'à ce qu'il y en ait plus. » Camille lui sourit. « Ici, il y en aura toujours. » Petit à petit, Théo s'habitua à cette nouvelle vie. Jean-Luc lui trouva un professeur particulier pour l'aider à rattraper son retard scolaire. Il se méfiait d'abord, refusant de faire le moindre exercice. Mais lorsqu'il découvrit qu'il était doué en mathématiques, son intérêt changea. « Si j'avais eu un prof comme ça dans la rue, j'aurais fait de la magouille de haut niveau, plaisanta-t-il un jour. Jean-Luc secoua la tête en riant. « Heureusement que je t'ai trouvé avant. » Mais malgré ses progrès, Théo restait sur la défensive. Un soir, alors qu'il était assis seul dans le jardin, Jean-Luc le rejoignit. « À quoi tu penses ?» Théo haussa les épaules. « À quand ça va s'arrêter ?» Jean-Luc fronça les sourcils. « S'arrêter ? Ouais, quand tu vas te lasser et me renvoyer. » Jean-Luc sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Il posa une main sur l'épaule du garçon. « Écoute-moi bien, Théo. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça avant. Je ne suis pas un saint. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais si je fais ça aujourd'hui, ce n'est pas pour me donner bonne conscience. C'est parce que je crois en toi. » Théo baissa les yeux, silencieux. « Tu n'es pas un fardeau, » continua Jean-Luc. « Tu es une chance. » Le garçon le regarda longuement avant de hocher la tête, presque imperceptiblement. Ce fut la première fois que Jean-Luc sut avec certitude que Théo acceptait enfin cette nouvelle vie. Et ce fut le début d'un avenir qu'aucun des deux n'aurait jamais imaginé. Les années passèrent, et ce qui avait commencé comme un accident improbable devint une transformation profonde pour Jean-Luc et Théo. Jean-Luc, autrefois obsédé par le pouvoir et les affaires, trouva un nouveau sens à sa vie. Il créa une fondation dédiée aux enfants des rues, offrant éducation, hébergement et soutien à ceux qui, comme Théo, avaient été abandonnés par le système. Il utilisa son influence et ses ressources
pour donner à ses enfants ce qu'ils n'avaient jamais envisagé auparavant, une chance réelle. Théo, lui, devint un jeune homme brillant. Grâce à l'éducation qu'il reçut, il excella en mathématiques et en gestion, développant un esprit stratégique affûté. Mais surtout, il conserva une part de lui-même que Jean-Luc admirait profondément. Sa capacité à voir le monde tel qu'il était, sans illusion, mais avec la volonté de le changer. Un soir, alors qu'il se tenait sur la terrasse de la villa de Jean-Luc, contemplant la mer, Théo brisa le silence. « Tu sais, si quelqu'un m'avait dit il y a quelques années que je finirais ici, j'aurais rigolé. » Jean-Luc sourit, un verre de vin à la main. « Moi aussi. » Théo tourna la tête vers lui. « Pourquoi t'as fait tout ça ?» Jean-Luc le regarda un instant avant de répondre. « Parce que c'est toi qui m'as sauvé en premier. » Théo haussa un sourcil amusé. « Je me souviens surtout d'un milliardaire paumé qui savait même pas comment voler un sandwich. » Jean-Luc éclata de rire. « Tu m'as appris beaucoup, plus que tu ne le crois. Avant toi, je ne voyais les gens que comme des chiffres, des employés, des clients. Mais toi, tu m'as montré ce que signifie vraiment avoir du courage. » Théo baissa les yeux, son sourire s'adoucissant. « T'es un drôle de type, Moreau. » Jean-Luc leva son verre. « À notre drôle de destin, alors. » Théo hésita une seconde, puis, dans un geste rare de sincérité, il leva sa propre bouteille de soda et trinqua avec lui. « À notre drôle de destin. » Des années plus tard, Théo, devenu un jeune adulte, reprit la direction de la fondation. Il consacra sa vie à aider d'autres enfants comme lui, transformant son passé en force. Jean-Luc, quant à lui, trouva enfin la paix qu'il n'avait jamais eue dans sa quête de richesse. Il comprit qu'il ne s'agissait jamais d'argent, mais de ce qu'on en faisait. Et au fond de lui, il savait une chose. Ce n'était pas lui qui avait sauvé Théo. C'était Théo qui l'avait sauvé.